Ma fiancée m'a humilié devant toute sa famille, en traitant mon cadeau de lune de miel de ridicule et en brûlant les billets d'avion. Mais elle n'aurait jamais imaginé que ce serait moi qui détruirais sa vie entière, avec la même cruauté dont elle a fait preuve envers moi. J'ai été humilié en public par la femme que j'allais épouser. Devant sa famille et nos amis, elle a brûlé mon cadeau de lune de miel et m'a traité de ridicule. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à ce moment-là, ce n'était pas ma vie qui s'effondrait, c'était le début de la chute de la sienne. Si vous aimez notre chaîne et que vous voulez vraiment nous soutenir, mettez un like et appuyez sur hype. C'est comme un super like qui permet à nos vidéos d'atteindre encore plus de monde. Je m'appelle Santiago, j'ai 32 ans et je travaille depuis 7 ans dans la gestion des permis de construction à Denver. Si quelqu'un veut mener à bien un projet sans qu'il soit bloqué par la bureaucratie de la ville, je suis la bonne personne. Ce n'est pas un emploi prestigieux, mais il m'apporte de la stabilité. Mon ex-fiancée, Valeria, est née à Cherry Hills Village, un endroit où l'argent du pétrole essaie de se donner des airs d'ancienne aristocratie. Son père, Hernan, possède une demi-douzaine d'immeubles commerciaux au centre-ville. Sa mère, Gloria, exhibe chaque semaine un nouveau SUV assorti à ses sacs de luxe. Sa sœur, Juliana, vient d'épouser un type du secteur technologique persuadé que donner des conseils sur les crypto-monnaies suffit pour avoir de la personnalité. Dès le premier jour, toute la famille m'a traité comme si je n'étais guère plus qu'un employé sous contrat. Hernan lâchait des remarques passives-agressives sur la mentalité des fonctionnaires. Gloria me posait des questions sur mon travail avec un ton de pitié, comme si j'avais avoué souffrir d'une maladie incurable. Et Juliana me présentait à ses amis comme « l'ami de Valeria », en évitant de préciser que j'étais son fiancé car, selon elle, cela nuirait à son statut social. Le plus ironique, c'est que ce mépris s'est révélé utile. Pendant qu'ils riaient du « bureaucrate », j'étais celui qui réglait leurs démarches les plus compliquées, les permis pour les immeubles de Hernan, la paperasse pour les affaires de Juliana, les licences de design freelance de Valeria elle-même. Au final, je connaissais mieux leurs finances que leurs propres comptables. Valeria, cependant, paraissait différente au début. Elle disait aimer ma stabilité, mon côté, vrai, quelqu'un qui ne vivait pas d'un fonds fiduciaire comme ses anciens petits amis. Elle se plaignait de la superficialité de sa famille et assurait qu'avec moi, elle se sentait valorisée pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle possédait. Bien sûr, j'aurais dû me méfier de ses paroles. Avec le temps, les signes sont apparus. Elle se crispait en entendant ses amis parler de voyages en Europe. Et chaque fois que quelqu'un mentionnait André, son ex-petit ami issu d'une famille en vue, je voyais l'éclat briller dans ses yeux. Il était investisseur, conduisait des voitures allemandes, portait des montres hors de prix. Elle insistait sur le fait qu'ils n'étaient que des amis, mais la façon dont elle riait à ses blagues sur la finance ou le cherchait pour des conseils montrait clairement qu'il y avait plus. Et malgré tout, je l'ai demandé en mariage. Quel idiot, pas vrai. Nous avons fixé une date et organisé la fête de fiançailles. J'avais déjà payé la moitié du mariage et j'ai décidé de préparer une surprise. Valeria a toujours été passionnée par la culture coréenne, drama, routine de soins, barbecue coréen, tout. Elle rêvait de voyager à Séoul avant même de me connaître. Elle avait même des tableaux Pinterest remplis de photos et de plans. Alors, j'ai élaboré un itinéraire parfait de 10 jours, incluant chaque endroit qu'elle avait un jour mentionné. J'ai réservé un hôtel avec vue sur la ville à Myeongdong. J'ai obtenu des billets pour une visite de la zone démilitarisée. J'ai prévu des promenades dans les marchés nocturnes de Hwanggang et même une réservation pour dîner au restaurant de la Lotte World Tower, afin d'admirer l'horizon illuminé. Le coût total, $8,400. J'ai dû vider toutes mes économies et utiliser du crédit. J'ai préparé un dossier avec tout, confirmation, photos, plans alternatifs. J'étais convaincu que cela prouverait que je pouvais offrir plus que n'importe lequel de ses amis millionnaires. Mon plan était de révéler la surprise lors de notre fête de fiançailles, devant tout le monde. Je croyais que ce serait le moment où leurs visages arrogants se figeraient en découvrant de quoi j'étais capable. Je ne pouvais pas me tromper davantage. La célébration a eu lieu dans une salle aux murs de briques apparentes, du genre qui facture une fortune juste à cause du style industriel. Il y avait environ 30 personnes, dont André, qui était censé venir d'Aspen pour réseauter. Pendant une heure entière, je l'ai vu monopoliser l'attention en parlant de crypto-monnaie, tandis que Valeria l'écoutait, fascinée, comme s'il lui révélait des secrets pour gagner au loto. Ma mâchoire se crispait, mais je me suis contenu. J'ai décidé d'attendre le bon moment. Après les toasts,
tout le monde était réuni avec sa coupe de champagne. C'était l'occasion parfaite. J'ai pris le dossier et me suis raclé la gorge. Je veux partager quelque chose de spécial au sujet de notre lune de miel. Le brouhaha s'est interrompu. Valéria m'a regardé avec curiosité, mais sans émotion, et cela aurait déjà dû être mon premier avertissement. J'ai expliqué chaque détail du voyage comme si je présentais un projet. Pendant que je parlais, j'attendais de voir sur son visage de la joie, de la surprise, de la gratitude. Mais ce que j'ai vu, c'est une grimace de dégoût. Elle a saisi le dossier et a feuilleté chaque page comme si elle examinait des preuves dans une affaire criminelle, devenant de plus en plus rouge. L'ambiance est devenue glaciale. Tous observaient, en direct, mon naufrage. Alors, devant tout le monde, elle m'a lancé. « Tu es sérieux? Tu crois vraiment que c'est ça que je veux? » Un plan de loser avec de la nourriture de rue et des petits marchés, comme si on était des étudiants en vacances à bas prix. Le silence pesait plus qu'un cri. Séoul. Qu'est-ce que je suis, au juste? Une nerd qui s'émeut en mangeant des choses étranges dans la rue? Gloria éclata de rire et ajouta. Même ton petit ami du lycée avait plus de goût que ça. André cachait son sourire derrière sa coupe, et Juliana hochait la tête comme si tout cela était prévisible. Mais Valéria alla encore plus loin. Avec un sourire cynique, elle prit les confirmations et marcha jusqu'à la cheminée décorative. Vous voulez savoir ce qu'est le vrai romantisme? Dit-elle, en regardant tout le monde avant de planter ses yeux dans ceux d'André. Raconte-leur la côte amalfitaine. De l'amour. Oui. Elle a appelé ça de l'amour, juste devant moi et devant 30 personnes, sans la moindre honte. Il redressa les épaules et, d'un ton triomphant, décrivit le resort de Positano. Celui avec la piscine à débordement qui donne sur la Méditerranée. Valéria se tourna vers moi avec une lueur venimeuse dans les yeux. Ça, c'est une lune de miel de rêve, pas cette idiotie de convention d'anime. Elle prit mes plans et les jeta au feu, devant tout le monde. Voilà où partent tes rêves pathétiques, dit-elle en souriant cruellement. La salle explosa en applaudissements. Près de 30 personnes se levèrent pour ovationner la scène, comme si elles avaient assisté à une pièce de théâtre. Je restai immobile, observant 4 années de ma vie et chaque centime que j'avais économisé se transformer en fumée réelle, sous mes yeux. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas perdu mon calme. Quelque chose de bien plus froid s'est allumé en moi. Profitez du spectacle, répondis-je d'une voix sereine, avant de sortir de là. Camilo, mon meilleur ami et le seul décent dans cette foule, m'a suivi en courant jusqu'au parking. Il prend toujours des photos de tout, et ce soir-là n'a pas fait exception. Il me regardait, stupéfait. Frère, j'ai tout enregistré. Chaque seconde. Je lui ai demandé de garder ce matériel. Je pressentais déjà qu'il me serait utile, parce que Valéria et sa petite cour n'avaient pas compris quelque chose de fondamental à mon sujet, je ne suis pas du genre à me briser. J'analyse, je détecte les faiblesses et j'exerce une pression jusqu'à ce que le système craque. Il voulait seulement me voir réagir. Très bien. La partie venait de commencer. Sur le chemin du retour, mon esprit analytique a pris le contrôle. Il ne s'agissait pas du voyage de noces. Il s'agissait de 4 années à être considérées comme un plan B, l'option pratique jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente. Et la manière dont André avait bougé ce soir-là montrait clairement que ce n'était pas improvisé. Ils avaient planifié tout cela comme une sortie stratégique. Moi-même, je leur avais servi l'excuse publique sur un plateau. Je suis arrivé à mon appartement vers 10 heures du soir. Vide? Tant mieux. J'avais besoin de silence pour réfléchir. J'ai commencé à assembler des pièces que j'avais jusque-là ignorées. Valéria n'avait jamais payé un seul centime de loyer, bien qu'elle ait accès à un fonds fiduciaire. Ces derniers temps, elle prétendait travailler tard avec des excuses de plus en plus vagues. Et ses appels privés, censés venir des fournisseurs du mariage, tout commençait à prendre sens. Après minuit, les appels et les messages ont commencé à arriver. Au début, quelques-uns. Puis, un flot constant. D'après le bruit de fond, j'ai compris que la fameuse fête s'était transformée en célébration de la réunion romantique entre Valéria et André. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que je fonctionne à base d'informations. Et qu'en 4 ans, j'étais devenu la personne qui réglait toutes leurs formalités légales et administratives, les démarches pour les immeubles de Hernan, l'enregistrement commercial de Juliana, les licences de design freelance de Valéria elle-même.
J'étais celui qui s'occupait de leur paperasse sans rien demander d'autre qu'un minimum de respect. Et c'est précisément cela qu'ils avaient sous-estimé. Quand quelqu'un comprend comment les systèmes fonctionnent et qu'en plus il est mu par une trahison, il peut créer des complications très sérieuses. Les messages de Valéria changeaient de ton. D'abord, elle essayait de se justifier. Mon amour, je sais que tu es fâché, mais tu aurais dû me demander ce que je voulais vraiment, au lieu de supposer. Puis, elle est passée sur la défensive. Je pensais que tu me connaissais assez pour savoir qu'une chose aussi basique ne me rendrait pas heureuse. André m'a proposé l'Italie il y a des mois et j'ai refusé pour toi. Aujourd'hui, j'ai compris que je mérite quelqu'un qui saisit ce que je valorise. Mais à 3 heures du matin, le discours avait encore changé. Maintenant, elle s'excusait. Elle disait avoir peut-être exagéré. Elle demandait à parler quand elle rentrerait. Elle me suppliait de répondre, parce que mon silence la rendait nerveuse. Je savais parfaitement pourquoi ce revirement soudain. Lors de cette fête, personne n'a pensé aux détails pratiques qu'elle avait oubliés dans sa hâte de me détruire en public. Comme le fait que le bail de l'appartement était uniquement à mon nom. Comme le fait que son entreprise était enregistrée à mon adresse, et que je gérais toute la paperasse. Comme le fait que la moitié des prestataires du mariage avaient signé avec moi, parce que je lisais chaque clause tandis qu'elle s'ennuyait de la bureaucratie. Ainsi, tandis que Valéria laissait des messages de plus en plus désespérés, j'ai passé le dimanche le plus productif de ma vie à revoir nos obligations communes et à enquêter sur les activités récentes d'André. J'avais déjà décidé, je ne laisserai pas cela impuni. Les gens ont tendance à trop faire confiance au « gars des permis ». On lui demande de relire des contrats, de conseiller sur des questions de conformité, d'expliquer des exigences réglementaires, et quand on comprend aussi comment les rouages fonctionnent, on commence à remarquer des schémas. André, par exemple, avait des façons très créatives de gérer l'argent de ses clients qui n'étaient pas toujours conformes aux exigences de l'industrie. Juliana, avec son tout récent mari, utilisait des stratagèmes de classification de travailleurs indépendants que le département du travail trouverait extrêmement instructifs. Quant à Hernan, ses propriétés commerciales tenaient debout en réduisant les dépenses de mise en conformité pour gonfler les profits. Je le savais de première main, parce que j'avais traité des permis de rénovation qui ne correspondaient jamais à ce qui était réellement construit. Le dimanche soir, j'ai pris une décision qui a traversé mon corps comme de l'eau glacée. Je n'allais pas me battre pour quelqu'un qui me voyait comme un divertissement jetable. Mais je n'allais pas non plus faciliter la vie de ceux qui pensaient que m'humilier était un passe-temps amusant. Le lundi s'annonçait très intéressant. Premier appel, la compagnie aérienne. Étonnamment compréhensif quand j'ai expliqué que l'une des passagères ne voyagerait plus en raison de changements dans la relation. Comme les billets étaient hors du délai de 30 jours, ils m'ont rendu 3200 sur les 4800 investis. L'hôtel fut plus compliqué, tarif non remboursable, mais ils ont accepté de modifier la réservation pour une occupation individuelle moyennant une petite taxe. La visite de la DMZ fut remboursée à 100%, car encore dans les délais. Le dîner à la Lot Tower, annulé sans pénalité. L'excursion gastronomique dans les marchés nocturnes fut transférée à Camilo, qui avait toujours rêvé de découvrir la Corée. Lundi après-midi, j'avais déjà récupéré environ 60% de mes dépenses et transformé un désastre en un voyage solo qui promettait d'être spectaculaire. Mais le vrai sérieux ne faisait que commencer. Ce même soir, Valéria est revenue à l'appartement. Son visage était celui de quelqu'un qui venait de heurter de plein fouet la réalité. Elle me regardait avec prudence, comme si elle faisait face à un animal sauvage. Et elle avait raison. Je n'étais plus le même homme qui avait quitté cette fête. La conversation avec Valéria a commencé par une tentative forcée d'adoucir l'inévitable. D'un geste calculé, elle a désigné le canapé du salon, comme si elle voulait donner l'impression que nous allions avoir une discussion mature sur nos sentiments. Moi, en revanche, j'ai préféré rester debout. Appuyé contre le comptoir de la cuisine, je l'observais avec un calme contenu qui, en réalité, était un volcan prêt à exploser. Elle a ouvert la bouche et s'est lancée dans un discours manifestement répété à l'avance, chaque phrase soigneusement préparée pour sembler raisonnable et victimaire en même temps. Elle disait être surprise par ma façon de planifier la lune de miel, que cela reflétait une déconnexion avec ses goûts raffinés, et que j'essayais de la pousser vers une version exotique d'elle-même qui n'était pas authentique. Selon Valéria, j'avais dépassé des limites, mais je devais comprendre à quel point tout cela paraissait étrange vu de l'extérieur, manger dans la rue, visiter des lieux touristiques, des activités qui, pour elle, manquaient totalement de classe. Pendant qu'elle parlait, je me contentais de l'observer.
Ses mains bougeaient trop. Son ton montait et descendait comme si elle jouait devant une scène imaginaire. Pendant 10 longues minutes, elle s'est étendue en critiques et en phrases empoisonnées déguisées en inquiétude. Lorsqu'elle a enfin marqué une pause, j'ai décidé de couper court au théâtre et j'ai demandé sans détour ce qu'il en était de son commentaire sur la côte amalfitaine et, surtout, pourquoi elle avait appelé André « mon amour » devant tout le monde. La réaction fut immédiate. Son masque s'est fissuré. Elle est passée sur la défensive, balbutiant qu'André avait seulement évoqué l'Italie de manière informelle et qu'elle l'avait utilisé comme exemple pour me montrer ce qu'était une planification sophistiquée. L'ironie, c'est qu'en essayant de se défendre, elle ne faisait que révéler encore plus le mépris qu'elle avait pour ce que j'avais organisé avec tant de sacrifices. Non satisfait, j'ai insisté pour qu'elle m'explique pourquoi elle jugeait que ma proposition n'était pas appropriée. C'est alors qu'elle s'est trahie elle-même, elle a passé encore 5 minutes à démonter mon plan, le classant comme insuffisant pour quelqu'un de son niveau. Elle disait que Séoul était une destination compliquée à mettre en valeur sur les réseaux sociaux, que mes activités étaient typiques de touristes amateurs, et que la culture coréenne, bien que moderne et à la mode, n'avait pas le poids intemporel nécessaire pour une célébration de cette ampleur. Le plus répugnant fut de l'entendre dire, avec naturel, qu'André, lui, comprenait l'importance de vivre des expériences qui rendaient bien en photo, qu'il savait organiser quelque chose qui suscitait vraiment l'envie des autres. C'est ainsi que j'ai découvert la vérité nue et crue, je n'étais pas, dans son esprit, le fiancé qui avait travaillé et économisé pendant des mois pour construire un voyage spécial. Je n'étais qu'un homme incapable de comprendre que ses rêves se résumaient à des prix exorbitants et des décors photogéniques, pas à du sens, ni à de l'amour. Et elle racontait tout cela avec la tranquillité de quelqu'un qui explique une leçon de management. Je la fixai droit dans les yeux et posai la question directe. « As-tu l'intention de rompre nos fiançailles pour être avec André ?» Son malaise fut évident. Elle balbutia des excuses, disant qu'ils n'étaient que des amis, que l'histoire de l'Italie n'était pas sérieuse, qu'elle avait prononcé ces paroles sous la colère. Mais, au milieu de ce chaos verbal, elle laissa échapper ce qui détruisit le moindre doute qui pouvait encore subsister. Depuis des semaines, elle discutait avec lui de ses insécurités concernant notre relation et André l'aidait à réfléchir à ce qu'elle voulait vraiment chez un compagnon. Voilà la vérité. Ma fiancée avait transformé son ex en conseiller sentimental, lui donnant tout l'espace nécessaire pour la manipuler et la convaincre qu'elle méritait mieux, tout en vivant sans payer un centime dans mon appartement. J'ai compris que ce qui s'était passé à la fête n'était pas une explosion de colère, mais le résultat d'une stratégie planifiée de longue date. André l'a préparé depuis des mois à cette conclusion, à ce spectacle public où je serais réduit en cendres. D'une voix sereine, je lui dis que j'avais besoin de temps pour digérer les événements et lui suggérer d'aller loger ailleurs pendant que nous réglions la situation. C'est alors que surgit sa véritable peur, non pas la fin de la relation, mais la perte des commodités que je lui fournissais. Elle entra en panique. Et où vais-je travailler? Et mes réunions avec mes clients? Que adviendra-t-il du courrier de mon entreprise qui arrive ici? Je répondis avec une précision chirurgicale. Je lui rappelai que son entreprise était enregistrée à une adresse sous mon contrôle et que pratiquement toute sa correspondance professionnelle arrivait chez moi, puisqu'elle n'avait jamais pris la peine de louer un espace formel. Je l'avais fait par faveur, pas par obligation. Je lui recommandai que, si elle envisageait de réévaluer notre relation, elle commence aussi à assumer ses responsabilités administratives. Sa réponse fut de m'accuser de vouloir la saboter. Je me contentais de préciser que je ne menaçais personne, je ne faisais qu'exposer les conséquences pratiques de ses choix. Cette même nuit, elle alla dormir chez son amie Carolina. Mais moi, je ne comptais pas rester les bras croisés. J'ai pris le téléphone et passé plusieurs appels stratégiques. D'abord, au propriétaire de l'appartement, pour l'informer que ma situation de colocation avait changé et confirmer le bail en occupation individuelle. Ensuite, j'ai contacté quelques prestataires du mariage, surtout ceux liés à mon nom, pour éviter qu'elles ne tentent de les utiliser contre moi. L'appel le plus important, cependant, fut à la plus grande cliente de Valeria, une agence de marketing qui lui assurait des revenus réguliers. Je me suis présenté comme son agent enregistré et j'ai signalé qu'en raison d'un processus de restructuration, il serait judicieux de réviser les termes des contrats et les modalités de paiement. J'ai découvert, avec satisfaction, qu'ils avaient déjà des doutes sur sa fiabilité et qu'ils étaient très intéressés par le fait que l'enregistrement de l'entreprise puisse passer par des changements administratifs importants. Quelques heures plus tard, vers 23 heures, Valeria m'a appelé hors d'elle. Elle était hystérique,
hurlant que sa cliente lui avait demandé des explications et que j'avais ruiné sa carrière. Elle m'accusait de sabotage. Moi, calmement, je lui ai expliqué que je ne faisais qu'assumer mes responsabilités d'agent enregistré et que, si elle voulait gérer ses affaires de façon indépendante, elle devait commencer par prendre en charge sa propre structure légale et professionnelle. Depuis ce jour, elle n'arrête pas de m'appeler, mais je ne réponds plus. Je n'ai pas l'intention d'écouter quelqu'un qui m'humilie publiquement pour nourrir son propre spectacle. Mon énergie est dirigée vers ce qui vient ensuite. Le lendemain, je présenterai ma démission formelle comme son agent enregistré et je retirerai mon adresse de sa licence commerciale. C'est une démarche totalement légale, impeccablement professionnelle et dévastatrice pour quelqu'un qui n'a jamais pris la peine de comprendre le fonctionnement de sa propre entreprise. Le mardi, Camilo est arrivé chez moi avec 2 bières et un dossier qui ressemblait à un rapport d'enquête. Il l'a ouvert sur la table de la cuisine comme un détective et a dit : « Frère, tu dois voir ça. » À l'intérieur, il y avait des photos parfaitement organisées avec des horodatages montrant toute la scène de mon humiliation. On y voyait Valéria brûler mes plans de lune de miel. La foule applaudissant comme s'il s'agissait d'un spectacle. André, avec son sourire arrogant. Et Gloria, me pointant du doigt avec mépris. Camilo avait documenté l'attentat social sous plusieurs angles et avait même dressé une liste détaillée de chaque témoin présent. Il m'expliqua que Juliana avait passé des semaines à raconter à ses connaissances que j'allais me couvrir de honte avec ma proposition, que ce serait l'occasion parfaite pour m'exposer. Autrement dit, tout avait été planifié. Ils avaient préparé le public, répété les réactions, coordonné chaque détail pour que la destruction de mon image soit complète. Et, pour finir, Camilo me montra sur son téléphone des photos de Valéria et André ensemble au bar. Trop proches, trop intimes pour n'être que des amis. Camilo avait aussi une vidéo. Même si l'audio n'était pas net, les images suffisaient largement pour comprendre ce qui se passait. Nous avons passé plus d'1 heure à analyser tout le matériel, à monter une chronologie précise. La documentation méticuleuse de Camilo m'offrait une preuve irréfutable. Ce que j'avais vécu n'était ni un accident, ni une mauvaise blague, mais bien une embuscade froidement planifiée. Le mercredi matin, comme je l'avais décidé, j'ai présenté à l'État ma démission de mon rôle d'agent enregistré. La procédure a été traitée immédiatement. En quelques heures, l'entreprise de Valéria s'est retrouvée avec un vide administratif critique. D'abord, j'ai veillé à ce que la partie légale soit couverte. J'ai envoyé des lettres recommandées, tant à l'adresse commerciale de Valéria qu'à mon appartement, pour notifier que je cessais d'accepter des documents légaux au nom de son entreprise avec effet immédiat. J'ai inclus une copie à sa cliente la plus importante, afin que tout soit clair et officiel. Ensuite, j'ai appelé Ridé Property au sujet du bail. J'ai expliqué que ma situation de cohabitation avait changé et que je devais confirmer les conditions pour un seul occupant. À ma surprise, l'administrateur s'est montré compréhensif. En réalité, il semblait même préférer traiter avec un seul locataire responsable. Ce même après-midi, j'ai remis en main propre un avis formel à Valéria, à la maison de Carolina. J'ai agi de façon parfaitement professionnelle, respectant à la lettre les lois de location du Colorado. Comme elle n'avait jamais figuré sur le bail, elle n'était qu'une invitée de longue durée. Je lui ai donné 30 jours pour retirer ses affaires et trouver un autre logement. Son visage est devenu livide. Elle a commencé à balbutier qu'elle vivait là depuis 2 ans, qu'elle avait des droits, que je ne pouvais pas simplement la mettre dehors. Je lui ai expliqué calmement qu'elle n'avait jamais été locataire, seulement mon invitée, et qu'en rompant notre relation, cette condition prenait fin. Tout en règle, tout documenté. Elle a tenté de discuter, de négocier, de pleurer. Elle a demandé comment je pouvais être si froid en la laissant sans foyer. Je lui ai rappelé qu'elle avait choisi de m'humilier publiquement et qu'André semblait tout à fait disposé à prendre en charge sa situation de logement. Peut-être ai-je suggéré que le même budget qu'il réservait pour des voyages romantiques sur la côte amalfitaine pourrait servir de caution pour un loyer. Tu es en train de détruire ma vie. Comment peux-tu être si vindicatif pour une seule erreur? Le jeudi matin, j'ai reçu un appel de sa cliente. Ils ont immédiatement résilié leur contrat avec Valéria. Apparemment, quand ton agent enregistré démissionne et que ton adresse commerciale est en litige, cela déclenche de sérieux signaux d'alarme sur ta stabilité et ton professionnalisme. Cet après-midi-là, Valéria m'a appelé hors d'elle. Je répondis simplement. Bonjour, Valéria. Elle a hurlé que je n'avais pas à la saluer. Alors j'ai dit. Très bien,
Au revoir, Valéria. Et j'ai raccroché avant la fin de son juron. J'ai quand même entendu André au loin, lui demandant ce qui se passait. Je suppose que leur beau projet en Italie se compliquait, puisqu'ils devraient désormais subvenir aux besoins d'une petite amie au chômage, sans historique de crédit ni revenu professionnel. Le vendredi après-midi, j'ai reçu un message de Juliana. Elle m'accusait de gérer la situation de manière cruelle et donnait l'impression que je m'acharnais contre sa sœur. Selon elle, la famille m'avait toujours traité avec affection et ce n'était pas la façon de répondre à un simple malentendu. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai rangée dans un dossier intitulé « Preuve ». Quelque chose me disait que j'en aurais besoin, car, honnêtement, l'entreprise de conseil de son mari utilisait certaines pratiques avec ses prestataires que le département du travail trouverait très intéressantes. Et les propriétés de Hernan accumulaient des irrégularités que le service d'inspection de la ville serait ravi d'examiner. Quand les gens transforment ta douleur en spectacle, ils ne devraient pas être surpris si tu cesses d'avoir de l'empathie pour leurs problèmes. En travaillant avec des permis, j'ai appris que tout système a des mécanismes de contrôle et qu'il y a toujours des agents dont le devoir est de les appliquer. Et quand tu comprends comment fonctionnent les normes et que tu portes en toi une trahison systématique, tu peux causer des problèmes très spécifiques. Le samedi, j'ai passé la journée à enquêter sur le portefeuille immobilier de Hernan comme si je préparais une affaire fédérale. C'est incroyable ce que l'on peut trouver dans les registres publics quand on sait où chercher. J'ai découvert que, depuis des années, il avait été très créatif avec la législation, permis pour de petites rénovations qui finissaient en transformation structurelle majeure, inspection de sécurité notée comme terminée sans jamais avoir eu lieu, équipement anti-incendie existant sur le papier mais pas dans la réalité. J'ai établi un dossier documentaire professionnel sur plusieurs de ces propriétés, filmant à partir des zones publiques, sorties de secours bloquées, absence de détecteurs de monoxyde dans des appartements au gaz, tableaux électriques totalement différents de ceux approuvés dans les projets. Le dimanche matin, j'ai déposé 3 plaintes distinctes auprès du 311 de la ville. 3 propriétés, 3 types de violations, toutes accompagnées de preuves photographiques datées et horodatées, ainsi que des références exactes au code enfreint. Je savais parfaitement quels inspecteurs s'occupaient de chaque district et j'ai adapté chaque plainte aux sections municipales correspondantes. La beauté des dénonciations liées au code, c'est qu'une fois déposées, la ville est obligée de les examiner. Ce n'est pas personnel, c'est la procédure normale. Et lorsque les inspecteurs découvrent des failles qui correspondent mot pour mot à une plainte détaillée, ils n'ont pas d'autre choix que d'émettre des citations et d'exiger des corrections. Le lundi matin, j'ai reçu un appel d'Esteban, mon contact aux inspections des bâtiments. Il m'a dit qu'il avait reçu 3 enquêtes différentes au cours du week-end, toutes concernant des propriétés de la même société. Curieux, Santiago, dit-il. Ces plaintes sont incroyablement précises. Celui qui les a déposées sait exactement quoi documenter et comment présenter. Je me suis contenté de répondre que c'était intéressant et que j'espérais que le propriétaire réglerait rapidement les infractions. La sécurité publique est toujours la priorité. Ce même après-midi, Hernan a reçu des notifications pour des inspections de sécurité intégrale sur 6 de ses propriétés, et pas seulement les 3 que j'avais signalées. Quand la ville commence à examiner un portefeuille, elle s'arrête rarement en chemin. Le mardi matin, Valéria m'a appelé d'un numéro inconnu, à peine capable d'articuler, exigeant de savoir ce que je faisais à sa famille. Il se trouve que Hernan faisait face à de possibles amendes énormes et à des réparations coûteuses. Selon elle, tout le monde était convaincu que j'étais derrière une campagne de persécution. J'ai répondu que je n'en avais aucune idée, que si les propriétés étaient en difficulté, c'était parce qu'ils ne les avaient jamais maintenues conformément à la loi, privilégiant les profits plutôt que la sécurité. Elle m'a accusé de mener une guerre contre toute sa famille et a déclaré que cela prouvait que j'étais dangereux et déséquilibré. Je me suis contenté de lui rappeler que les plaintes pour non-conformité sont des dossiers publics déposés par des citoyens préoccupés par ce qu'ils observent. Si les immeubles étaient en règle, rien ne se serait mal passé lors des inspections. Elle a raccroché. Mais avant, je l'ai entendu dire à quelqu'un que j'étais complètement fou et qu'il devait faire quelque chose contre moi. Le mardi après-midi, j'ai reçu un appel d'André, en plein milieu d'une journée où je venais de passer en revue des piles de dossiers de licence. De l'autre côté de la ligne, sa voix sonnait cordiale, mais chargée de cette tension artificielle de quelqu'un qui essaie de vendre quelque chose sous couvert de dialogue amical. André disait appeler pour clarifier certains malentendus récents. Je l'ai laissé parler, attendant qu'il révèle ses intentions. Il voulait discuter avec moi de quelques infractions techniques au code municipal. Selon lui,
ce n'étaient que des barrières bureaucratiques sans importance et Hernan était disposé à les régler rapidement, à condition que d'autres sujets apparemment étrangers puissent également être traités de manière amicale. À ce moment-là, il devint clair qu'il ne s'agissait pas d'une simple conversation professionnelle, mais d'une tentative grossière de négociation. Calmement, j'ai répondu que je ne connaissais aucun malentendu et que le respect des normes de sécurité n'était pas sujet à discussion. Un bâtiment est conforme, ou il ne l'est pas. Il a insisté, disant que les violations n'étaient pas graves et que, si nous trouvions un accord, elles pourraient être réglées sans plus de complications. Je lui ai alors demandé d'être plus précis sur ces autres sujets. C'est alors qu'il révéla le véritable motif, l'entreprise de Valeria et la possibilité de retirer certaines plaintes en cours, si tout le monde parvenait à un arrangement. J'ai ri intérieurement en entendant cela. Leur imagination était grotesque. Ils pensaient vraiment que j'utilisais les réglementations comme une arme pour régler des drames personnels, comme s'il s'agissait d'un kidnapping bureaucratique où je tenais l'entreprise de Valeria en otage. D'une voix ferme, j'ai clairement dit à André que cette idée était absurde, que les rapports d'infraction ne s'effaçaient pas et ne se négociaient pas. Et que, s'il essayait de mélanger affaires sentimentales et normes légales, peut-être que le département de conformité de sa propre firme serait intéressé de l'apprendre. À cet instant, la sécurité de sa voix s'est brisée. Il m'a demandé ce que je voulais dire par là et moi, sans perdre mon calme, j'ai proposé que nous nous rencontrions autour d'un café pour parler de façon professionnelle des politiques de gestion de ses clients. J'ai souri, même s'il ne pouvait pas le voir. Il a accepté, mais avec un ton beaucoup plus incertain qu'au début de l'appel. Le mercredi, je l'attendais dans un café du quartier financier. Lorsqu'il entra, il avait l'air tout droit sorti d'un catalogue de clichés, costume sur mesure, cravate hors de prix, attitude arrogante. Le type parfait pour jouer l'investisseur imbu de lui-même. Dès que nous nous sommes assis, il a commencé son monologue répété. Il disait comprendre la difficulté de la situation, que nous étions tous pris dans nos émotions et qu'il respectait ce que Valeria et moi avions construit. Mais, selon lui, les relations évoluent. Certaines connexions sont plus fortes, et y résister serait injuste. Je le laissais parler comme s'il récitait un mauvais script de théâtre, tandis que je gardais une expression neutre. Lorsqu'il eut terminé, je changeai la direction de la conversation. Je lui demandai quels étaient les protocoles de documentation de la convenance des clients que sa firme utilisait. Aussitôt, son visage se contracta. L'assurance qu'il affichait une minute plus tôt s'évapora. Je poursuivis. Je commentai que j'avais examiné certaines informations sur la conformité en matière d'investissement et que j'avais remarqué comment, dans certains cas, les conseillers pouvaient privilégier leur propre commission plutôt que les objectifs réels de leurs clients. Je parlais comme quelqu'un qui fait d'une observation anodine, mais soigneusement ciblée. Le sang quitta son visage. « Qu'est-ce que vous insinuez exactement » demanda-t-il. Je feignis la surprise. Je n'insinue rien. Je constate simplement qu'aujourd'hui, les agences de régulation prennent ces sujets très au sérieux. Le non-respect en matière de convenance peut coûter bien plus cher qu'une simple erreur administrative. Il tenta de reprendre l'avantage, me demandant comment je pouvais en savoir autant sur les normes financières. Je lui expliquai alors que, dans mon travail sur les permis municipaux, je croisais constamment des cadres réglementaires, des assurances aux licences professionnelles. J'imagine que votre firme dispose aussi de protocoles stricts de compliance, n'est-ce pas ? Conclus-je. Je laissais entendre que les problèmes réglementaires sont bien plus difficiles à négocier que des drames personnels. Et plus je parlais, plus sa fausse confiance s'effondrait. « Qu'est-ce que vous cherchez avec cette conversation » demanda-t-il finalement, tentant de garder contenance. Je me levai, déposai un billet de 5 $ sur la table et répondis. « Rien. Juste m'assurer que nos priorités sont claires. » Je partis, le laissant se noyer dans la certitude que ce qu'il attendait allait lui coûter très cher. Ce même après-midi, je rédiguai et envoyai un rapport anonyme à l'autorité de régulation du secteur financier. Ce n'était pas une attaque gratuite. J'y avais inclus des observations documentées de pratiques suspectes dans les recommandations de portefeuille. Tout était étayé, vérifiable et suffisamment grave pour ruiner la carrière de quiconque dépendait de la confiance de ses clients et des institutions. Le jeudi matin, Camilo m'appela. Il me dit que Valeria se répandait sur les réseaux sociaux, parlant de « personnes toxiques » et de « campagne de persécution ». Je lui demandai de tout capturer. Je voulais garder une trace complète de la façon dont elle choisirait de raconter l'histoire. Ce même après-midi, André ne répondit plus à ses appels.
fascinant comme une passion romantique peut se dissoudre rapidement lorsque l'ombre d'un auditeur plane. Un vendredi, expirait l'avis de 30 jours. Valéria était restée silencieuse, comme si elle croyait que les délais légaux disparaissaient par magie lorsqu'on les ignorait. Ce matin-là, je changeais les serrures. C'était mon droit. Elle n'avait jamais été locataire, seulement une invitée qui n'avait plus sa place. Je rangeais ses affaires dans des cartons et les déposais devant la porte avec un bref mot. Ce soir-là, elle arriva avec Carolina et un camion de déménagement. Elle était hors d'elle, hurlant que je volais sa maison et que je la jetais à la rue comme une moins que rien. Tranquille, je lui montrai les documents, le bail à mon nom, les lettres recommandées, les messages où elle-même admettait m'avoir quitté pour André. Tout était documenté, tout était légal, et chacune de ses décisions présentait désormais l'addition. Elle tenta d'arguer que 2 ans de cohabitation lui donnaient des droits de locataire. J'avais déjà étudié cette faille. La loi ne reconnaît pas de droit d'occupation à quelqu'un qui n'a jamais payé de loyer ni signé de contrat. Tandis qu'il chargeait ses affaires, elle me demanda où elle pouvait aller, mais André ne répondait déjà plus. Ses parents étaient submergés par les réparations onéreuses des propriétés, et Juliana était trop occupée pour l'aider. Je lui suggérai d'expérimenter l'indépendance adulte, qui semblait être à la mode. Le week-end fut un spectacle tragicomique. Elle me laissa des dizaines de messages provenant de numéros différents, brûlant un à un les ponts avec ses amis. Elle découvrit rapidement que personne ne voulait assumer une femme sans emploi et en pleine crise publique. Le plus ironique fut son changement de discours. Elle ne parlait plus de libération ni d'avoir laissé derrière elle un travailleur ennuyeux. Elle se proclamait désormais victime de harcèlement. Le dimanche soir, je reçus un appel de Gloria. Son ton était réprobateur. Elle disait que je devrais prendre en compte les liens familiaux avant de continuer mes attaques. Je répondis que c'était précisément pour cette raison que j'agissais, pour que les immeubles de Hernan ne finissent pas par tuer quelqu'un à cause de ses négligences. Elle tenta de minimiser les problèmes, affirmant qu'il ne s'agissait que de violations mineures, sans danger. Je l'interrompis. C'est exactement ce qu'il disait à propos de l'immeuble qui s'est effondré en Floride. Elle resta sans voix. Puis raccrocha. Mais, au fond, j'entendis Hernan crier, « Quel genre de personne dénonce sa propre famille ?» Je pensais simplement, le genre de personne qui n'oublie jamais que vous n'avez jamais été ma famille. Le lundi, sans perdre de temps, j'envoyai des informations supplémentaires sur les pratiques douteuses de recommandation de clients qu'André avait mises en place. Et avec ça, la partie changea complètement. Je savais exactement quel type de données suffirait à attirer l'attention des autorités et à le laisser sans échappatoire. Le lundi après-midi, Valéria n'était déjà plus dans notre appartement. Elle avait déménagé chez une connaissance à Aurora et se débrouillait à peine en travaillant dans une boutique à Cherry Creek, partageant les frais juste pour payer son loyer. Son prétendu business de design était fini, aucun enregistrement officiel, aucun client, aucune structure pour le soutenir. Ce qu'elle présentait comme un projet solide n'était qu'une façade vide. La bague de fiançailles, qu'elle avait décrite comme un bijou familial inestimable, finit au clou pour presque rien. Le grand amour d'André s'était révélé être une simple bague en zircon cubique montée sur un vieux modèle. Même ces bijoux n'étaient qu'un mensonge de plus. Et le plus révélateur, André disparut dès que la FINRA commença à enquêter. Curieux comme les rêves d'escapades romantiques en Italie s'évaporent vite quand ta licence professionnelle est en jeu. 2 semaines plus tard arriva l'inattendu, je reçus une assignation au tribunal. Valéria me poursuivait pour 15 000 $, alléguant des dommages pour un supposé harcèlement systématique et pour une expulsion illégale. Dans sa documentation, elle affirmait que j'avais détruit son entreprise par vengeance et que je l'avais mise à la porte sans fondement. Elle réclamait des indemnités pour perte de revenus, frais de déménagement et même pour détresse émotionnelle. J'appelai un ami qui travaillait au greffe du tribunal. Son conseil fut clair, les affaires de petite cause ne se gagnent pas avec des émotions, mais avec des documents. Alors je me consacrai à monter une défense irréprochable. J'aboutis à un dossier avec intercalaire et références légales pour chaque point. J'y inclus tout, formulaire de renonciation comme agent enregistré, contrat de location, documents officiels. On aurait dit que je préparais un dossier pour la Cour suprême. Le jour de l'audience, j'arrivai avec mon dossier parfaitement organisé. Valéria se présenta accompagnée de Carolina, mais sans réelle préparation. Pas de documents, pas de preuves, elle passa 20 minutes à pleurer sur notre relation et à dire que j'avais ruiné sa vie.
Le visage de la juge montrait qu'elle avait déjà entendu ce genre d'histoire des dizaines de fois. Quand vint mon tour, j'allai droit au but. Madame la juge, voici une chronologie simple et vérifiable, expliquai-je. La relation est terminée. Il y a des témoins. Les services de son entreprise ont été clôturés conformément à la loi de l'État. Le bail a été exécuté conformément au statut du Colorado. Les plaintes pour non-conformité au code ont été déposées par un citoyen soucieux de ce qu'il observait. La juge m'interrompit, « Avez-vous des documents qui prouvent chacune de ces affirmations ?» Je lui remis le dossier. Chaque section était indexée. Les références légales commençaient à la page 47. Elle le feuilleta pendant près de 10 minutes tandis que Valéria s'agitait, nerveuse. Le moment exact où la juge comprit qu'il ne s'agissait pas d'un drame sentimental, mais d'une affaire de conformité réglementaire, fut évident. « Mademoiselle Valéria, avez-vous des documents qui prouvent que vous étiez une locataire légale ?» demanda la juge. Valéria balbutia qu'elle vivait là depuis 2 ans et qu'elle payait la nourriture. La juge coupa court, « J'ai besoin de reçus de paiement ou de factures de service à votre nom. » Silence absolu. Valéria ne s'était jamais souciée de ces choses-là. Le verdict fut sans appel, le tribunal trancha en ma faveur sur tous les points. Elle n'obtint aucune indemnité et dut même assumer les frais de justice. À la sortie du tribunal, Valéria tenta une dernière carte émotionnelle, m'accusant d'être mesquin pour réclamer de l'argent à quelqu'un qui, selon elle, était déjà ruiné. Je répondis, les frais de justice sont de 347 $. C'est moins que ce que j'ai dépensé rien qu'en acompte d'hôtel, et bien moins que ce que m'ont coûté les plans de lune de miel partis en fumée. Elle me regarda comme si je lui étais devenu méconnaissable. « Qu'est-ce qui t'arrive? Comment peux-tu être si froid avec quelqu'un que tu disais aimer ?» Je la fixai. Elle était sans foyer, sans emploi, sans compagnon et abandonnée par le banquier d'investissement en qui elle avait placé toutes ses illusions. Et pourtant, je ne ressentis rien, ni compassion, ni colère, ni tristesse. Rien. Je compris que j'avais aimé une personne qui, en réalité, n'avait jamais existé. Ce n'est pas moi qui avais détruit sa vie. La seule erreur que j'avais commise fut de cesser d'entretenir la fantaisie qu'elle avait créée. « Tu es cruelle, dit-elle en larmes. »« Non, Valéria. Tu récoltes simplement ce que tu mérites, répondis-je. Et ce fut la dernière fois que nous nous sommes parlé. 3 mois plus tard, Camilo et moi avons fait le voyage à Séoul que j'avais initialement prévu pour Valéria. Ce fut une expérience extraordinaire, précisément parce que je l'ai partagée avec quelqu'un qui voulait vraiment être là. Nous avons visité chaque endroit de mon itinéraire, la zone démilitarisée, les marchés nocturnes, les dîners sur des terrasses avec des vues imprenables sur la ville. Camilo ne cessait de prendre des photos, tandis que moi, je pouvais enfin me détendre pour la première fois depuis des mois. Si j'y étais allé avec Valéria, tout aurait été différent. Elle se serait plainte de marcher trop, de la langue, du fait que la nourriture de rue n'était pas assez sophistiquée pour Instagram. Au lieu de cela, ce soir-là, alors que nous dégustions un barbecue coréen à Honda, j'ai reçu des nouvelles de Denver. André avait été pulvérisé par la FINRA, censure officielle, amendes énormes, licenciement immédiat de la firme et sa licence d'investissement en révision. La fantaisie de la côte amalfitaine était annulée pour toujours. Pendant ce temps, Hernan perdait plus de 200 000 $ en réparations et sanctions, avec plusieurs de ses immeubles fermés. Son petit empire s'était effondré dès que les autorités l'avaient forcé à respecter réellement les normes de construction. Ses bâtiments négligés, qui autrefois lui rapportaient des bénéfices faciles, étaient devenus un fardeau, car les maintenir conformes aux inspections coûtait plus cher que ce qu'il percevait en loyer. Parallèlement, le mari de Juliana était acculé par une enquête du département du travail, ses manœuvres pour dissimuler des travailleurs sous de fausses catégories avaient été mises à jour. Valéria n'allait pas mieux. Elle se retrouva coincée dans un emploi à plein temps dans une boutique à Cherry Creek, partageant un petit appartement avec des inconnus à Aurora. Son entreprise de design ne reprit jamais, pas de clients, pas de portfolio, pas de références. Elle tenta de relancer la marque sous un autre nom, mais plus personne ne lui faisait confiance. Au milieu de tout cela, je reçus un message inattendu de Gloria, alors que je supervisais la démolition d'un immeuble à Galvy. D'un ton désespéré, elle me demandait d'aider la famille dans leurs problèmes réglementaires, affirmant que j'étais le seul à bien comprendre ces systèmes. Je montrai le message à Camilo, qui éclata de rire. Ma réponse fut brève. Je profite de mes vacances à Séoul. Engager des professionnels agréés et payer ce qui est dû.
Je n'eus jamais de réponse. De retour à Denver, j'avais 17 messages non lus. Valeria, Gloria, Juliana et même Hernan me demandaient une réunion pour trouver des solutions. Je n'en ouvris aucun. Ma documentation était en ordre, mes démarches terminées et ma vie avançait. 6 mois plus tard, je rencontrai Mariana, une femme différente, joyeuse, responsable avec ses finances et avec un enthousiasme simple pour les choses de la vie. Un soir, nous dînions dans un restaurant de barbecue coréen quand j'aperçus, parmi les gens, un visage impossible à oublier. C'était Valeria, en uniforme bon marché de vendeuse, le regard éteint, accompagnée d'un homme qui paraissait aussi perdu qu'elle. Dès qu'elle me vit, son expression passa de la stupeur à la colère, puis au désespoir. Elle s'approcha avec cet air forcé d'assurance, lançant des commentaires sarcastiques sur mes voyages, sur Mariana, même sur ma vie. Elle tenta de provoquer une scène publique, élevant la voix et m'accusant d'avoir détruit son monde. Je restai calme, continuant de manger comme si de rien n'était. Quand j'en eus assez, je montrai mon téléphone en train d'enregistrer. Je rappelai à tous qu'au Colorado, le consentement d'une seule personne suffit pour enregistrer une conversation. Le silence s'installa dans la salle, et elle recula. Le gérant s'approcha et l'invita à quitter les lieux. Valeria sortit, la rage contenue dans les yeux, et la dernière image que j'eus fut celle de l'homme qui l'accompagnait s'éloignant seul sur le parking, la laissant derrière. Le restaurant retrouva son ambiance normale et Mariana, avec un demi-sourire, commenta. Impressionnant comme certaines personnes finissent prisonnières de leur propre ruine. J'acquiesçai, sans m'attarder davantage sur le sujet. Je n'eus plus jamais besoin de la chercher ni d'attendre une autre confrontation. Elle continua à s'enfoncer dans ses propres erreurs, tandis que moi, je décidai de regarder devant moi. Aujourd'hui, ma vie ne tourne plus autour des vengeances ni des rancunes. La seule chose qui m'importe est de continuer à bâtir un chemin où ces ombres du passé n'ont plus leur place. Si cette histoire t'a captivé, clique sur le bouton « J'aime » et donne un peu de hype à la vidéo. Ainsi, tu aides la chaîne à atteindre encore plus de monde. Commentaire Monsieur Reddit. C'est fascinant de voir à quel point Valeria avait le don de transformer chaque privilège en tragédie personnelle. Si le marché du travail récompensait le drame et le victimisme, elle serait déjà PDG d'une multinationale. Mais comme la vraie vie exige des compétences, il ne lui reste que l'uniforme d'une boutique à Cherry Creek.